Ici Valérie de Demoiselle Étrange, bienvenue au podcast Vision et Révélation. Aujourd'hui, je reçois V Bataille avec qui nous allons parler de changement et de renouveau. V, mes hommages. Enfin, Finalement, on se retrouve. Ça fait longtemps qu'il y a une voix en nous qui le sait, mais il fallait que ça monte à la conscience, c'est ça. écoute, j'entends toujours la bière du terrier. Fait que ça fait un bail, hein? Ça fait un bail. Oui. Donc, commençons. Pour les gens qui nous écoutent et ne te connaîtraient pas, Céliana, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Écoute, ce projet-là, que je suis en train de faire présentement, parce qu'il y en a plusieurs, hein? Il y en a plusieurs. Mais ce sur quoi je me concentre en ce moment, c'est un laboratoire en ligne que j'ai ouvert, que j'ai bâti de A à Z, là où on explore, autant avec magie qu'avec philosophie, qu'avec psychologie, l'entité humaine. Donc, notre but, c'est vraiment d'activer notre imagination, notre curiosité, l'invisible en nous aussi pour se découvrir en tant qu'être humain. Et j'aime utiliser vraiment plein de méthodes et de manières et de concepts et de sciences aussi pour y parvenir. Donc, pourquoi j'appelle ça un laboratoire? C'est parce que j'apprends autant que les gens qui sont là à étudier avec moi. Donc, le thème de l'apprenti est vraiment quelque chose d'important dans ma pratique, dans ma vie au quotidien. Puis, ce laboratoire-là me permet de me le remémorer à tous les jours. De me remémorer cette place-là d'apprenti, d'enfant curieux, curieuse, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça se fait en ligne. Donc, je suis peu présente sur les réseaux sociaux parce que je passe beaucoup de temps dans ce projet-là. Puis, autrement, concrètement, je fabrique des programmes en collaboration avec les membres. On travaille toujours ensemble, un à côté de l'autre. Puis, j'aime ça les inviter dans ce processus créatif-là. Donc, je fais des podcasts, des conférences, des articles, des essais aussi, ainsi de suite. Donc, ils me donnent vraiment l'opportunité de faire tout ce que je veux. Je les remercie sans cesse, tous ces gens-là, tous les gens qui me suivent, d'accepter mon énergie transformatrice, justement. Puis je pense qu'on est un peu là pour en parler aujourd'hui. C'est une belle expérience, en fait, là. Le terme laboratoire est très bien choisi là, pour ton projet. Exactement. Puis là, évidemment, tu crées du contenu. C'est un peu ça que tu fais dans la majeure partie du temps. Ce serait quoi la valeur que tu donnerais au renouveau par rapport au projet à long terme? Ça, c'est vraiment une bonne question, sincèrement, parce que je pense qu'au cours de mon expérience de créatrice de contenu, de sorcière et ainsi de suite, bien, j'ai passé par plusieurs projets différents. J'ai comme changé beaucoup. Je pense que les gens ont beaucoup retenu ça aussi. Il y en a qui sont vraiment comme embarqués avec moi dans cette vague-là de renouveau constant. Puis il y en a d'autres pour qui ça fonctionnait un peu moins, mais c'est tout à fait correct. Mais comment En fait, cette valeur-là, pour moi, pour reprendre les mots de la question, là, je pense que c'est une des premières valeurs de mon travail. Puis je trouvais ça vraiment beau, en plus, que tu me donnes cette opportunité-là de parler de ça avec toi, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, je me sens tellement vue par toi. Puis j'étais comme, oh, quelqu'un me voit vraiment, tu sais, puis je trouvais que ta question était tellement bonne, parce que oui, c'est une valeur qui est super importante pour moi, le renouveau, parce que je suis une petite bête innovatrice. Donc, c'est tellement important à ma pratique. Puis je veux toujours évoluer, puis je veux toujours savoir plus. Puis d'un côté, ça peut être vertigineux. Mais de l'autre, ça me nourrit beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est une valeur vraiment très, très, très importante pour moi, que je garde très, très près de moi aussi. Puis encore là, je remercie tous ceux et celles qui sont assez courageux pour voguer cette vague-là qui est en éternel rebond, si je peux dire ça comme ça. C'est aussi une bonne façon d'évoluer justement avec ton public au lieu de juste toujours faire la même chose, parce que oui, les gens ont un peu de difficulté avec les changements. Puis même, nous, on le ressent en étant créateur de contenu, mais on peut même le voir avec, par exemple, un musicien qui décide de sortir un album dans un genre complètement différent juste parce qu'il est inspiré par
X Factor, puis là, les gens sont fâchés. Mais là, c'est quoi ce style-là? Puis les gens prennent ça tellement personnel. Oui. C'est assez particulier. Donc oui, le renouveau peut faire peur, j'ai l'impression, alors qu'en tant que créateur, on n'a pas le choix de se réinventer constamment. C'est ce qui nous tient Mhm. vivants, finalement. Exact. Exact. Puis je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est drôle parce que je suis ce genre de personne-là. Exactement ce que tu décris, là. C'est drôle parce que je suis comme tellement polarisée. D'un côté, j'ai juste pas le choix de suivre ces inspirations-là, puis ce désir d'innovation-là, et ainsi de suite. Mais, puis quand je réfléchissais justement à tout ce concept-là de renouveau, et ainsi de suite, je suis comme, oui, à quel point je l'embrasse dans ma pratique, par exemple de sorcellerie ou magique ou ainsi de suite, autant dans mon travail, mais il y a des places, il y a des sphères que, comme les gens que tu décris justement, moi j'ai de la misère. En musique, justement, tu sais, on dirait que pour être capable de faire autant preuve d'innovation, d'être capable d'embrasser ce changement-là constant, j'ai besoin d'un ancrage quelque part. OK. J'ai comme besoin de racines solides, stables, qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Ça, c'est vraiment comme l'idée que j'ai. Plus j'ai des sphères de ma vie qui sont stables, qui ne bougent pas, puis justement, tu sais, qui me remettent en question même des fois mon système identitaire, puis on pourra en parler quand il y a quelque chose, tu sais, un artiste qui change quoi que ce soit, que j'aime ou ainsi de suite. Mais ça me prend ça pour pouvoir expérimenter plus ailleurs, puis là, être dans le chaos, si je peux dire ça comme ça. Donc, je comprends très bien les gens qui étaient un petit peu fâchés contre moi ou un petit peu déstabilisés aussi d'avoir changé autant parce que c'était quelque chose qui fonctionnait vraiment bien. J'avais un public qui était là, puis ça a été des grosses décisions à prendre, puis je pense qu'on va en parler un petit peu. Mais ouais, fait que je suis un peu ce genre de personne-là aussi. En même temps, c'est tellement un mauvais exemple de parler de musique parce que ça vient tellement nous chercher au plus profond de nous que oui, Mhm. quand il y a un changement comme ça, bien évidemment, on a l'impression de perdre finalement une partie de nous-mêmes à travers ça. On le prend personnel. Ça peut pas Mais faire autrement. t'as tout à fait raison, c'est ça. Puis sinon, quand il y a un renouveau qui se produit dans ta Mhm. vie, tu l'approches de quelle façon? Avec sagesse? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de... Je pense que je te sens comme quelqu'un qui a besoin de prendre un peu de recul puis de te sortir un peu de ça pour avoir une vision plus globale des choses. Globale. Globale, dis-je, des choses. Ouais, mais je pense que tu me vois bien. Il y a des sphères, comme je te disais, puis je pense que ça continue bien où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Il y a des sphères de ma vie où le changement, on dirait que je suis même, tu sais, des fois, je me sens en avant de ma vie, là, tellement que je change vite, puis j'ai aucune résistance au changement, professionnellement parlant, euh, magiquement parlant, si je peux dire ça comme ça, pour des thèmes qui nous intéressent aujourd'hui. Mais il y a d'autres places où le changement, c'est vraiment déstabilisant pour moi. Puis là, ça crée des peurs. Puis là, ça crée aussi de l'incertitude. Puis ça brouille un peu mes habitudes. Et ça, j'ai vraiment pas à l'aise avec ça. C'est pour ça que je dis que je suis tellement polarisée. Parce que d'un côté, si je prends l'exemple de mon travail ou de ma pratique, tu sais, c'est tellement motivant pour moi, puis j'aborde ce changement-là avec tellement de... C'est comme des explosions en moi, tu sais, j'ai des explosions créatives, de motivation, d'inspiration aussi. Fait que c'est vraiment plus facile pour moi de m'engager dans tout ce nouveau processus-là. Puis quand on parle de renouveau, hein, c'est parce qu'on redécouvre des choses qu'on a déjà explorées à la base. Puis je pense que dans le laboratoire, c'est intéressant parce que je garde beaucoup, j'archive. Je suis une grosse archiviste de ma pratique. Fait que le renouveau, c'est encore plus intéressant parce que je prends ce que j'ai fait, je le détruis, je le reconstruis et ainsi de suite. Donc, d'aborder le changement puis le renouveau dans ce cadre-là, facile. Facile, motivant, inspirant. Mais dans d'autres places, comme dans mes relations, par exemple, familiales, dans mes relations d'amitié, et ainsi de suite, dans ma relation à l'art aussi, donc, tu sais, on parlait d'artistes et tout ça, de même les créateurs de contenu que moi, je suis. Quand il y a des gros changements, j'aime pas ça. Là, j'ai de la misère. Puis là, justement, ça crée de la peur en moi, de l'anxiété, même des fois. Puis souvent, je suis très, très, très nostalgique. Vraiment nostalgique. Euh, Puis cette nostalgie-là, bon, je trouve qu'il y a tellement une belle poésie là-dedans, mais souvent, ça me crée des résistances Ouais. face au changement.
Tout ce qui est par rapport à mon enfance, à l'imaginaire, aux contes que je dévorais quand j'étais jeune, ça fait tellement partie de mon identité que l'auto-évaluation après, tu sais, de remise en question identitaire et tout ça, ça, je trouve ça dur. Je trouve ça dur. Ben oui, forcément, parce que t'en parles justement récemment beaucoup dans ton projet des résistances et tout ça, de ce qui peut Ouais. justement nous bloquer à aller de Mhm. l'avant. Puis je pense qu'en étant créateur de contenu, il y a aussi la pression du public, parce que veux pas, Mhm. si on faisait Mhm. ça, des fois moi aussi je suis très nostalgique, puis je retourne en arrière, puis je me dis, je m'ennuie du projet comment il était quand je l'ai commencé Ouais. dans mon salon avec peut-être 4-5 personnes qui me suivaient. Puis il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas cette pression-là d'être constamment en train de produire du contenu et tout ça. Est-ce que ça va plaire au public? C'est toutes des Mhm. questions, puis de la pression qu'on n'avait pas à nos débuts, j'ai l'impression, qui tout doucement, c'est comme incrusté. Puis ça, oui, effectivement, ça met énormément de pression sur le créateur parce que là, il faut délivrer, il faut produire. On devient des Ouais. producteurs et moins des créateurs, j'ai l'impression, au fil du temps. Ouais. Je pense que je l'ai beaucoup senti, ça aussi. Mais au départ, j'avais comme la pression de, si on fait une petite histoire, on part en voyage dans mon passé de créatrice de contenu. Euh, Au départ, j'essaie de me remémorer puis de me remettre là où j'étais, là, tu sais, avec présence là, et mes sens. Mais au départ, j'avais comme une grosse pression de moi-même à bien performer et tout ça parce que ce projet-là, je l'avais en tête depuis tellement longtemps. De sortir ma première vidéo YouTube, là où je me déclarais sorcière au grand jour et ainsi de suite, qui est ma vidéo préférée encore à ce jour. Puis après ça, j'ai commencé à faire des vidéos à toutes les semaines et ainsi de suite. Et là, justement, je suis tombée très, très, très rapidement dans il faut que je fasse une vidéo à toutes les semaines parce que là, il y a l'algorithme, il y a les gens qui sont là. Puis là, d'un côté, tu veux profondément donner tout ça. Tu veux le faire. Il y a une grosse part de toi qui veut le faire. Puis après ça, il y a la part de toi qui commence à pas manquer d'inspiration, mais à chercher l'étincelle qui va réveiller les autres, mais tu perds peu à peu la tienne, parfois. Oui. Donc, ça m'est un peu arrivé, mais ça n'a pas été trop long, par contre. Donc, j'ai dû prendre des grandes décisions rapidement parce que pour moi, c'est invivable cet espace-là, celle de pas faire ce que j'ai envie de faire, tu sais, de pas me lancer dans mes joies, puis vraiment de laisser ma curiosité me guider, puis vraiment me servir de ces joies-là comme boussole. J'ai de la difficulté. Tellement de difficulté que c'est invivable pour moi de le faire. Puis justement, je venais de laisser tomber le travail que j'avais avant, qui était en édition. Puis j'adorais ce travail-là, puis c'était un bon travail, les bonnes conditions, les belles personnes qui m'entouraient. Puis je me suis dit, je vais pas recommencer ça maintenant. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Puis oui, ça m'a donné beaucoup de pression, ainsi de suite. Mais cette décision-là, je la regrette pas, même si elle a été difficile pour mon travail, puis difficile pour moi aussi. Mais même si financièrement c'était plus difficile, ou même si je voyais les gens partir, et je vois encore les gens partir depuis ce temps-là, depuis cette décision-là, mais je le sais qu'il y a quelque chose de tellement plus précieux au bout de ce nouveau cheminement-là, justement. Donc, oui, il y a une pression. Oui, je la sens encore aujourd'hui, même si ça fait plus qu'un an et demi, presque 2 ans que j'ai pris cette décision-là de complètement de me retourner de côté puis changer de sujet. Mais c'est ça, je sais que ce qu'il y a au bout, c'est vraiment quelque chose de précieux puis avec une très, très, très grande valeur. Oui, ben il y a une authenticité, je crois, que tu vas aller Ouais. toucher Mhm. versus. On en parlait aussi quand on a pris la décision de mettre notre site, qu'on on a décidé de Mhm. fermer le site au Ouais. public, puis de reprendre, de reformer une petite communauté finalement, parce qu'on avait perdu justement cet échange-là avec l'humain. Puis on avait juste l'impression de produire du contenu en échange de likes, puis ça nous apporte absolument. On va Mhm. pas loin dans la vie avec des likes. Sauf Non. évidemment si on est influenceur, mais dans notre cas, c'est pas, c'est pas ce qu'on Non, fait. non, non, non. Donc c'est quelque chose aussi qu'on Mhm. a décidé de, ben écoute, on ferme la porte finalement. Exact, On vous emmène sous une exactement. roche en secret. On J'ai ferme la vraiment, porte. c'est ça, j'ai vraiment découvert aussi tout au long de ce processus-là ce que j'aimais faire, tu sais.
parce que là, j'ai rencontré des gens, puis là, tu sais, j'avais justement l'opportunité de faire des vidéos pour un grand public, mais là, dans ce public-là, j'ai découvert des humains, tu sais. Ouais. J'ai découvert des humains, puis là, justement, ce laboratoire-là me permet d'échanger avec ces humains-là, puis de travailler vraiment en petits groupes. Moi, mes formations, c'est 9, 8 max personnes, Ouais. parce que justement, j'aime ça, les voir évoluer, être là avec eux, et ainsi de suite. Donc, des gros groupes, et ainsi de suite. C'est un peu moins ça que je cherche en tant qu'humaine, là. J'ai besoin de cette chaleur-là, puis de cette inspiration-là aussi que me renvoient les gens. Donc, c'est des petites images avec des petits pseudos qui te mettent des lacs ici et là. Je vais essayer de bien peser mes mots, mais c'est presque pas réel. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. C'est presque pas réel, ces gens-là, parce que c'est vraiment juste un petit pseudo avec une petite photo qui met des likes ici et là. Oui, d'un côté, tu sens cette énergie-là qu'on te donne quand on like quelque chose ou on commande quelque chose, mais vraiment une discussion avec les gens là, où on se découvre, puis on s'ouvre, puis on travaille ensemble sur des projets. Ah, ça, c'est sûr que ça rend la chose plus réelle, puis c'est là où je veux aller, justement. On parlait d'ancrage tantôt. Ben, ces nouveaux projets-là m'ancrent beaucoup. Mais c'est ça, parce que j'ai vraiment l'impression que oui, comme tu disais en parlant justement de la petite photo de profil et tout ça, Ouais. Mhm. c'est un peu l'effet stalker, j'ai l'impression. Tu sais, les Ouais. gens qui font juste, puis je dis souvent ça aux filles dans l'équipe quand ils écrivent du contenu qui est très très poussé, du contenu qui va aller sur les réseaux de façon Mhm. sans trop d'efforts. Puis là, je me dis, ça vaut pas la peine d'en faire autant pour le grand public quand on se dit, la personne est peut-être en train de te lire pendant qu'elle est aux chiottes, tu comprends, c'est Ouais, en train c'est de ça. scroller. Fait que ça Ben, enlève un peu de wow. valeur au Ouais. travail. Fait que je me Ouais. dis, Ouais. faut pas non plus oublier que sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement tout le monde qui est vraiment très attentif. Puis je pense qu'en étant dans un projet beaucoup plus petit ou comme tu le fais, dans Ouais. un cadre beaucoup plus serré, ça va vraiment te permettre d'avoir justement un public attentif et Ouais. engagé versus Oui. quelqu'un justement qui, c'est ça, Mhm. qui te lit de ses toilettes pour passer le temps en 2 arrêts de métro, tu sais. Ouais. C'est ça, veux pas. Ouais. Mais c'est ça, il y a comme du fun dans les deux. Parce que, tu sais, j'aime ça faire comme, mettons, des newsletters où là, je me laisse aller dans la poésie, dans l'histoire et ainsi de suite. Puis j'ai des beaux retours, puis je trouve ça le fun. Mais je pense que ça prend un bel équilibre. Encore là, tu sais, on parlait de polarité. Il y en a un qui manque plus, puis l'autre qui me permet, genre, d'être comme un petit ballon d'hélium, puis me promener, puis essayer plein de choses, puis communiquer, échanger. Mais en fait, échanger, justement, je trouve ça plus du côté de l'ancrage. Puis là, c'est vraiment de tester l'art. Je vais dire ça comme ça. Tester l'art du contenu, de la vidéo, du montage, de l'écriture et ainsi de suite. Puis d'avoir même en tête un public qui me reçoit. Parce que ça change au niveau de... Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais ça change au niveau de la création aussi. Oui. Tout dépendamment de ce que tu crées, tu as ton public en tête. Ça a été une grosse différence aussi. Puis j'imagine que tu as vécu ça aussi quand tu as commencé, de dire, OK, ben là, la seule personne qui m'écoute, c'est moi ou ma mère en ce moment. Fait que là, ton contenu, il est différent parce que tu parles à une personne. Puis là, ça t'aide à la création aussi de savoir à qui tu parles. Puis si ton public, c'est comme 20 000 personnes, ben ça change un peu les choses, ça crée autre chose. Fait que les deux, c'est inspirant. Mais je pense que ça prend une bonne balance. Ben comme toute chose, on s'entend. Absolument. La grosse philosophie. Ça prend la bonne balance des deux côtés. Il faut atteindre l'équilibre. Exactement. Voilà. Nous, on te suit depuis tes débuts, comme tu sais. Ton projet, on en a parlé, a connu plusieurs renouveaux, plusieurs changements. Ouais. Est-ce qu'il y a toujours eu un élément déclencheur qui a justement fait en sorte que ça t'a inspiré des changements? Quelque chose que tu as fait, OK, là, je suis tannée, faut que ça passe à autre chose. Ouais. Il y a comme c'est toujours la même chose. Il y a toujours une espèce de vibe, de vibration, de stagnation que j'ai tellement de la difficulté à vivre dans cet espace-là. Puis tu le sens. On le sent autant dans nos sens, on le sent autant dans notre environnement, on le voit même dans notre environnement. On le sent physiquement, puis même dans l'air. Hein. Dès qu'on est attentif à ça, on le sent dans l'air qu'il y a comme stagnation, les relations sont plus difficiles dans ces projets-là.
ça, quand que je sens ça, je sais que c'est le temps de déconstruire pour reconstruire. Et là, ça, c'est le moment que je préfère au monde. Je dois avouer là, que dans tous mes projets, c'est le moment que je préfère, cette espèce de spark-là d'initiation de « OK, là, je suis dans la stagnation, je suis dans l'immobilité présentement. Là, ça m'ouvre la porte à un tout nouveau terrain de jeu. » Donc, il y a toujours ce sentiment-là, cette pesanteur-là de stagnation puis de lourdeur là, qui déclenche ça souvent. Puis souvent, je le sais avant de m'en rendre compte. Je le sais avant d'en prendre conscience. Puis là, je fais comme « Ah, j'aurais dû arrêter ça, là. 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être même 1 an des fois. » Mais plus on travaille cette espèce de sensibilité-là, ben plus ça va vite. Puis moins on est dans la résistance, justement. Donc, c'est comme quand tu piges la lame de la tour. Tu sais, étudie tout de suite. Ton environnement. Attends pas comme... Parce que sinon, c'est ça. La différence entre attendre un changement quand on est dans cette stagnation-là, puis la différence entre agir tout de suite, c'est... je dis tout le temps comme c'est là où tu rentres à 70 km dans un mur de briques. T'sais. C'est toi qui initie le changement. C'est pas comme l'univers qui initie ton changement. Exact. Là, tu veux pas ça. Non, parce que quand t'es au bout de ta résistance, puis là, c'est comme, je vais dire l'univers, mais ça peut être l'image que tout le monde a de cette source-là. Là. Mais c'est ça, quand que c'est pas toi qui initie le changement, ça va se faire un jour ou l'autre, hein, parce qu'on s'entend, le changement, c'est littéralement le processus de la vie. Là. À mon avis, c'est un synonyme de la vie, puis quand on résiste des changements comme ça, puis qu'on reste dans cette espèce d'espace d'immobilité-là, il y a toujours quelque chose qui s'arrange pour nous faire bouger, fait qu'autant mieux que ça soit nous autres. C'est ce que je me dis. Oui, parce qu'en fait, l'énergie est en mouvement. Quand ça arrête de bouger, on parle plus d'énergie, on parle d'un état de latence finalement, où est-ce qu'on est le papier-mouche de la motivation, tu sais. Tu colles, il se passe plus rien, ça devient extrêmement pénible et comme tu disais, très lourd aussi à porter. Mais oui, il y a des gens qui refusent, je veux dire, on l'a vu avec la pandémie, là, il y a vraiment eu plusieurs camps de gens face à la nouvelle réalité, finalement. Puis on a tous eu des gens autour de nous qui n'ont pas réagi de la façon qu'on s'attendait qu'ils réagissent. Beaucoup de déceptions, beaucoup de surprises, beaucoup de quoi. Mais ça, c'était un exemple très concret d'à quel point les gens ont de la difficulté. Ce qui m'amène à la prochaine question, d'ailleurs. Tu es toujours très transparente par rapport à ton projet, par rapport à pourquoi tu as pris certaines décisions face au changement et tout ça. Est-ce que les gens ont parfois l'habitude de te partager leurs désaccords, de te partager leurs déceptions par rapport à tes propres décisions pour ton propre projet? C'est arrivé quelques fois, mais c'était toujours dans la bienveillance. Et j'ai jamais eu j'ai jamais eu encore de messages ou de courriels par rapport à ça qui était vraiment comme contre la décision. J'ai l'impression d'être tellement confiante avec ces décisions-là que j'ai l'impression que ça reflète ça un peu chez les autres. Les gens comprennent, puis... Mais c'est sûr qu'on me parle encore des vidéos que j'ai fait, on me parle encore de cette ère-là, si je peux dire ça comme ça, mais je le prends avec beaucoup de bienveillance. Dans cette catégorie-là, vraiment, je reproche absolument rien aux merveilleuses lanternes qui m'entourent. Là. Je pense qu'il y a une forme de respect, de gratitude aussi, j'ai l'impression. Ouais, puis tu sais, quand on m'en parle encore aujourd'hui, c'est toujours avec, tu sais, nostalgie, justement, puis moi, je suis capable de comprendre ça de mon côté aussi. Mais j'ai pas eu de grosses... comment dire? J'ai pas eu de larmes, là, de colère, nécessairement par rapport à ça. Il y a d'autres sphères là où ça serait différent, mais par rapport à ces décisions-là, non.
Et bon, on en parlait. Pour nous, le changement est une question d'évolution. Donc, ça fait partie d'un cycle. Donc, il y a toujours une fin, une petite mort, si on peut dire, à chaque fois qu'il y a des changements qui s'enclenchent. Puis, on parlait justement qu'il y a des gens qui ont un petit peu de difficulté avec ces changements-là, avec le renouveau. Avec ton background, avec l'expérience que tu as, comment est-ce que tu expliquerais cette réticence-là au changement que la plupart des gens peuvent avoir dans ces situations-là? Je vais d'abord dire que je comprends tellement. Je comprends tellement la peur du changement ou comme la réticence face au changement pour 1 million de raisons. Je vais pas les passer toutes une à la fois, mais il y en a plusieurs que j'ai en tête là, parce que je pense à mon cheminement aussi. T'sais. Je disais qu'il y avait des sphères de ma vie où moi, j'ai beaucoup de la difficulté à... moi, demande-moi pas de voyager. Là. Moi, chez nous, je peux modifier des choses à longueur de journée, mais demande-moi pas d'aller dans un autre pays, par exemple. Moi, j'ai ça. Mais il y a, je pense, la première chose pourquoi on a de la réticence au changement, ça serait, d'après moi, l'incertitude. Parce que je pense que c'est comme la plus grande peur de l'être humain, comme la certitude, cette peur-là de ne pas savoir. Puis là, quand que justement on est confronté à l'incertitude, on se met à projeter plein de choses dans notre imaginaire. Là, justement, on perd le contrôle aussi autant de notre imaginaire que de ce qui va se passer, puis à quel point ça va être nouveau, puis à quel point ça va être différent. Puis... Et là, s'ensuit de ça, peut-être même la peur de l'échec ou une modification dans nos habitudes, dans nos routines. On est déstabilisé, on a moins d'ancrage. Après ça, comme je disais, on a cette nostalgie-là, l'attachement au passé. Qu'est-ce que je vais perdre avec ces changements-là? Puis là, la peur de perdre, c'est quelque chose qui nous freine souvent. Puis le problème avec la peur de perdre, c'est que on n'en a souvent pas conscience de ce qu'on a peur de perdre. Puis là, c'est là qu'il y a un gros travail de shadow work qu'il faut faire par rapport à ça. Quand on a cette résistance-là au changement, moi, c'est toujours la première question que je me pose. Je me dis, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce qui fait que je reste là où je suis, où je reste dans cet espace de stagnation-là? Puis c'est toujours la première question que je me mets à creuser. Puis après ça, je pense que comme autre réticence, il y aurait la remise en question identitaire. Encore là, si par exemple, je donne un exemple comme ça, si j'ai envie de travailler la part de moi qui est toujours en colère, puis que je veux justement faire preuve de plus de douceur, je veux créer ce changement-là dans mon quotidien, puis là, je me dis, OK, mais si je suis plus la personne fâchée, je suis qui? Et là, il y a comme cette espèce d'espace liminal là entre le je suis toujours fâchée puis je veux faire preuve de douceur, puis il y a cet espace-là tellement inconfortable là où on n'est plus rien, on sait plus on est qui, et ainsi de suite. Et ça justement, quand que l'être humain est confronté à cette auto-évaluation-là identitaire, c'est là que ça crée vraiment beaucoup d'inconfort puis de déstabilisation. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là qu'on a tous et toutes de la difficulté, de la réticence à changer des choses dans notre quotidien, puis dans nos pratiques, puis au travail, puis ainsi de suite. J'ai vraiment l'impression que quand il y a question de changement, tous les gens, toutes les possibilités ou les facteurs qui peuvent expliquer ce frein-là, c'est souvent négatif. Tu parles de choses qu'on pourrait perdre et pourquoi pas les choses qu'on va gagner avec le changement, tu sais. Puis je suis une éternelle pessimiste, je vois toujours le pire avant qu'il se produise. Comme ça, je me dis, dans le pire des cas, je serai pas déçue parce que je vais m'y attendre. Puis des fois, je me dis, il faut que je change mon attitude parce que je sais comment les énergies fonctionnent. On veut rester positif pour attirer d'une certaine façon ce genre d'énergie-là. Donc des fois, il faut que je me conditionne moi-même à me dire, ça va bien aller. Puis après ça, je me sens coupable. Je me dis, mais d'un coup que là, parce que j'essaie de changer mon attitude, ça va justement me péter d'en face finalement. Puis finalement, j'ai comme vu trop beau. Puis là, c'est particulier à quel point toutes les explications qui peuvent justement venir entacher un changement, c'est toujours négatif. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient le changement comme quelque chose de très positif. Tu sais, on parlait de ça, il y a une des filles du groupe qui parlait
qu'en fait, il faut créer un espace pour le renouveau. Mhm. Donc, il faut fermer la porte pour pouvoir arriver dans une nouvelle pièce. Donc, ça va de soi qu'il faut créer un espace. Il faut qu'il y ait un cycle qui boucle et qu'on passe à autre chose après. Mais c'est tellement pas la réaction humaine par excellence. C'est pas par ça qu'on Ouais. passe du tout. C'est vraiment le travail d'une vie. J'ai l'impression d'être capable de juste, peu importe ce qui arrive, il va y avoir du positif. C'est tellement pas quelque chose qui est facile à adopter ou à atteindre. Ah, mais t'as raison. Puis j'ai ri parce que, ben, je souris en fait parce que je suis exactement dans cet espace-là, tu sais, en ce moment là où on se parle, tu sais, je réfléchis beaucoup à ça parce que, tu sais, l'espace négatif justement, puis tout ça, puis moi aussi, je suis comme très centrée au niveau négatif, tu sais, très peu de focus positif dans ma carrière, si je peux dire ça comme ça, d'être humaine, là. Mais d'un côté, ça nous sert parce que pour faire du shadow work, faut que tu sois capable de relever le négatif, tu sais. Fait que ça peut être comme un cadeau, tu sais, comme quoi il y a de la lumière dans même le négatif, là. Mais je suis vraiment dans cet espace-là en ce moment. Mais tu vois, tu sais, même si c'est quelque chose de négatif, mais on peut avoir peur de le perdre. Parce qu'encore là, si on n'est pas, là je dis pas qu'on est négative, mais dans l'exemple, là justement où on a un petit peu, dans l'exemple où justement on est plus axé sur le négatif parce que ça nous permet de prévoir des choses, tu sais, il y a de la lumière là-dedans aussi, ça nous permet de, s'il pleut, ben ok, on va penser, ok, je vais emmener un parapluie, ça nous permet de prévoir les choses. Donc, ça se peut même qu'on ait peur de perdre ce négatif-là, puis même comme tu l'as si bien dit, tu te dis, ouais, mais s'il y a une fois où j'essaye d'avoir un focus positif, puis là, ça marche pas, là, je vais m'en vouloir. Et c'est ça, on peut aussi avoir peur de perdre des choses qui, à première vue, sont plutôt négatives, tu sais. Fait que l'attachement à ça est vraiment intéressant. Puis encore là, à chaque fois qu'il y a comme pas la, pas encore là la peur de perdre, mais l'incertitude, on projette des choses, hein. Donc, on peut même projeter du positif qui nous fait peur, comme tu dis. Mais Oui. derrière le positif qui fait peur, il y a toujours encore là quelque chose qu'on a peur de perdre. Est-ce qu'on a peur de perdre une part de nous, même si on la considère comme négative ou désagréable, et ainsi de suite? C'est pour ça que, comme je disais, c'est toujours la première question que je me pose parce que il y a bien des choses de cachées dans cette question-là. On pourrait même dire que c'est un inconfort confortable. Tu sais, Exactement. Mais si on c'est parle de zone de confort, là, parce que si on s'entend qu'on reste dans une zone de confort, parce qu'on aime ça en tant qu'être humain. T'sais, on est bien dans notre zone de confort, on se sent en sécurité, et ainsi de suite, mais est-ce qu'on est venu vivre l'expérience humaine pour être en sécurité? Entre toi puis moi, mettons. absolument pas. On a besoin d'être bousculé constamment C'est ça, pour se découvrir, exactement. pour évoluer. Mais ouais, c'est vraiment, c'est pas simple non plus. Non, c'est ça, mais je pense vraiment pas qu'on est venu ici pour expérimenter les émotions, les sens, la douleur, l'amour. Ainsi, on n'est pas venu comme expérimenter ça pour être en sécurité, ça c'est sûr et certain. Ouais. Est-ce que tu ressens des besoins de changement pendant des périodes précises, par exemple lunaires, saisonnières ou autres? C'est une bonne question, ça. Euh, je ressens des besoins de... Ben, encore là, c'est différent dans chacune des sphères de ma vie, mais si on reste dans la branche professionnelle et pratique et ainsi de suite, en fait, il faut que je me retienne pour pas changer trop de choses. Parce que, sincèrement, comme même mon gros projet de laboratoire, il serait déjà... j'aurais déjà créé autre chose si je me retenais pas. Mais j'aime créer des gros changements importants ou pas nécessairement des changements, mais d'abord des évaluations de moi-même pour créer des changements par la suite. Donc, au 1er janvier, je sais que c'est pas comme une grosse nouvelle, OK? T'sais, je vais pas apprendre rien à personne aujourd'hui en disant ça, mais le 1er janvier a une vibration tellement intense que je peux pas m'empêcher de sauter sur l'occasion, de vraiment... Je trouve que
Même si on se dit, ah, à tous les jours, ça pourrait être un 1er janvier, ou même à tous les mois, ou à tout. Je trouve ça difficile de provoquer ça. Il y en a qui sont capables, tant mieux. Moi, je suis pas capable. Fait que le 1er janvier, là, ça, c'est sûr que c'est comme une grosse période de changement qui dure jusqu'en mars et qui va justement jusqu'en juin. Donc, c'est vraiment saisonnier. À toutes les saisons, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de m'imprégner du vent de chacune des saisons, d'ouvrir mes fenêtres, de vraiment me laisser posséder par cette énergie-là, puis de créer des changements autant dans ma pratique qu'au quotidien, dans mes relations, et ainsi de suite, sur moi-même. Puis c'est souvent là que je change de guide aussi, si je peux dire ça comme ça, d'inspiration. Quand je parle de guide, je parle de ce qui m'inspire. Est-ce qu'il y a des nouveaux animaux qui m'inspirent? Est-ce qu'il y a des nouveaux créateurs qui m'inspirent? C'est là que j'aime détruire pour justement refaire des nouveaux tableaux de mon identité. Donc, je me reconfigure, si je peux dire ça comme ça. Mais je dirais plus le 1er janvier, ça c'est sûr, même si c'est vraiment pas original, pour moi c'est comme une grosse période. Je prépare ça, hein, d'ailleurs. Je prépare ces périodes-là. Je sors mes petits cahiers et j'ai un journal là, dédié à ce moment-là. Donc, moi, j'appelle ça mon ouvrage de référence. Je réponds aux mêmes questions à toutes les années. Soit 1 à 2 fois par année, là. Puis après ça, je suis capable d'évaluer ce que j'ai besoin comme changement d'après ces questions-là. Puis c'est toujours les mêmes. Puis c'est dans un cahier. Fait qu'il se remplit vraiment tranquillement. Mais c'est le fun de voir à toutes les années, tu sais, ce qui change justement, puis ce qui prend forme, ce qui prend vie ou ce qui est mort aussi. Donc, on garde de célébrer cette mort-là aussi au travers de ce cheminement-là. Mais sinon, plus saisonnière, moins par mois, je dirais, un petit peu moins. J'aime plus travailler avec les saisons qu'avec la lune, si je peux dire ça comme ça, même si c'est contradictoire ce que je dis parce qu'on s'entend que tout est toujours relié, là, surtout dans ce domaine-là. Mais c'est ça. Je me fie plus aux saisons pour les grosses périodes de changement. Tu as mentionné les animaux, donc c'était la prochaine Ouais. question. On sent que tu es très connecté aux représentations animales dans ton projet. Est-ce que tu as un animal particulier qui est une inspiration de force face au changement? C'est vraiment intéressant comme question. Puis là, j'ai réfléchi, puis j'ai pas comme un animal précis. Par contre, j'ai comme un système de guide, d'inspiration animale dans ma pratique, dans ma vie, qui me soutiennent dans mes prises de décision et toute autre tâche cognitive que j'ai à faire au quotidien. Donc, ce système-là, chacun de ces animaux-là a comme une grande part de responsabilité dans justement cette force-là qui m'amène à toujours aller de l'avant, toujours évoluer, ainsi de suite. Donc, je peux donner des exemples. Tu sais, par exemple, il y a le renard qui m'inspire le renouveau, le changement au niveau philosophique, par exemple. Donc, si j'ai justement des nouvelles philosophies, des nouveaux paradigmes que je tente d'explorer, ou même des nouveaux dogmes personnels, bien que je ne promouvoie pas le dogme en soi, mais on a quand même des règles hein, envers nous-mêmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le renard qui s'occupe de cette vague-là, si je peux dire ça comme ça. Après ça, au niveau spirituel, c'est intéressant pour moi, c'est la méduse. Donc c'est la méduse qui, justement, qui me guide dans cette voie-là. Sinon, au niveau de tout ce qui est corporel, physique, des changements physiques, apparents ou non, soit agréables ou non, donc pour moi, c'est l'ours. Donc, je pourrais y aller comme ça en déballant tout mon système. Mais ça, c'est comme 3 exemples intéressants, je pense, Mais ça n'a pas nécessairement rapport avec les correspondances originelles, là, où on retrouve justement dans le changement, dis-moi si je me trompe, là, comme le papillon, le serpent, vu qu'il change de peau, il y a comme... La cigale. Ouais, c'est ça, la libellule aussi, ainsi de suite. Mais moi, je vais vraiment avec le feeling que j'ai, puis j'ai toujours travaillé comme ça en magie, là. Tu sais, moi, jamais on m'a dit, OK, utilise la rose pour ça. Mais je dis, attends, est-ce que j'utiliserais la rose pour ça? Tu sais, là, je vais comme communiquer avec cette correspondance-là. Je vais la tester, je vais la sentir, je vais utiliser mes sens. Est-ce que ça m'inspire ça? Donc, ça, c'est les 3 animaux qui m'inspirent. Un, comme le changement comme corporel, physique.
au niveau de la santé aussi, ben pour moi, c'est l'ours. Puis après ça, la méduse au niveau spirituel, puis le renard au niveau philosophique, là. Tu vois, moi, j'étais dans un atelier à un moment donné où on Ouais, devait justement avoir pas un totem animal, mais un animal ouais, qui nous inspirait justement l'évolution. ouais. Et j'ai sorti le Bernard l'ermite. Ah! Puis là, tout le monde était comme, ah, mais pourquoi? Ben, j'ai dit, mais parce qu'il change de coquille régulièrement. Je veux dire, c'est pour moi comme la meilleure symbolisme d'une Ouais, petite créature qui fait comme, tiens, ma maison est plus assez grande, je la change. Puis je dis, il est constamment en évolution. Puis je dis, non seulement, mais ils se mettent tout en ligne en arrière de l'autre pour changer leur coquille. Je trouve ça absolument adorable. Mais je me rappelle d'avoir été pointée du doigt, puis on chuchotait. Parce que j'avais justement mentionné le Bernard l'ermite comme étant une créature, selon moi, très inspirante pour ah ouais. l'évolution. Mais tu vois comment est-ce que c'est... Les Mhm. perceptions sont tellement personnelles, Ouais, c'est très difficile, comme tu mentionnais, de coller une correspondance, puis que ce soit comme ça pour tout le monde ouais, nécessairement. On c'est n'a pas ça. toute la même vision des choses. Tu parles de créatures marines, il y a énormément de gens qui sont apeurés par les créatures marines. Mhm. Ça vit dans les profondeurs, on ne sait pas ce qu'il y a là, c'est très mystérieux, c'est très sombre. Ouais, Des animaux gigantesques, des animaux à grandes dents et tout ça. Les gens sont très, très perturbés par ce qu'il peut y avoir dans l'océan, alors que pour d'autres, au contraire, c'est très c'est ça. réconfortant de voir ces créatures-là qui bougent dans l'eau de façon tellement gracieuse et tout ça. Fait que c'est vraiment une question de perception à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est encore plus profond, là, ton affaire de Bernard Lermite, là, quand je pense à ça, tu sais, on s'entend, il prend même des coquilles qui sont même pas des coquilles, là. Oui, Il utilise des bouteilles d'eau pis tout, puis, tu sais, parce que tu me fais penser qu'on parle de changement puis de renouveau, ainsi de suite, il y a comme cette résilience-là. Fait qu'en plus, comme l'animal que tu as choisi, ça parlait aussi de résilience et tout, puis je trouve ça magnifique. C'est parfait. Dans le fond, bon choix, bon choix. Mais c'est drôle, moi, mon chum, il déteste tout ce qui est marin, là. C'est comme les animaux marins. Puis là, moi, j'ai comme une fascination là, depuis quelques temps. Là. Pour moi, comme la baleine, justement, c'est la maternité. Tu sais. Puis là, pendant les dernières années, justement, j'ai beaucoup travaillé avec cet animal-là. Il est comme des animaux qui sont divins pour moi, comme la raie. Pour moi, ça, c'est. Je trouve ça. Puis je suis tellement fascinée par le fond de l'océan. Puis tu vois, mon chum, il est plus espace. C'est plus loin de l'océan qu'il peut être, tant mieux. Mais bon. c'est les perceptions. J'ai Ouais. des, je sais pas combien de pieuvres j'ai tatoué sur moi. C'est mon animal fétiche par Ah excellence, la ouais. pieuvre. Et pour moi, c'est une Ok. créature d'adaptation. Ouais. Capable d'en prendre, capable de justement se camoufler s'il faut, ou au contraire d'attaquer s'il faut. Puis bon, c'est ça. Je multitask sur toutes les facettes de ma vie. Donc, la pieuvre, c'est mon surnom au travail. D'ailleurs, on m'appelle la pieuvre à cause de Ah. ça, parce que je prends plein de choses à la fois. Puis, donc, c'est très particulier justement cette connexion-là qu'on a avec le monde animal, puis à quel point ça peut justement être pratique dans notre cheminement spirituel aussi pour les gens qui sont très près de la nature, évidemment. Ouais. Mais je pense que, sincèrement, je pense que c'est l'animal le plus fascinant sur Terre, là. La pieuvre, là. Ça n'a pas de bon sens à quel point c'est fou, là. J'ai même une théorie un peu saugrenue où est-ce que je me dis, je suis pas convaincue que cette créature vient d'ici. J'ai Non, l'impression que non, c'est je une pense créature pas. qui ressemble à absolument rien d'autre. Non, c'est trop fascinant, c'est trop comme complexe comme créature, je pense. Mais justement, c'est justement l'animal qui représente mon univers cognitif mental. C'est celle-là. Fait que s'il y a des changements au niveau de la manière que je gère mes pensées, ma mémoire et ainsi de suite, ça va être cet animal-là que je consulte. Eh bien, je te lance l'appareil, bon choix. Ouais, c'est Bon ça. choix. Bon. Prochaine question. On sait que tu étudies la psychologie. Quel conseil d'âme à âme souhaiterais-tu donner pour ceux et celles qui se sentent en stagnation ou au contraire qui sont terrifiés à l'idée de changement? Donc les personnes très anxieuses à chaque fois qu'il y a un changement, Ouais. c'est la panique totale. Si tu pouvais leur donner quelques conseils, ce serait quoi? En fait, c'est ça, j'étudie en psychologie, mais j'ai l'impression d'avoir un conseil plutôt philosophique OK? à donner. Je trouve ça plus intéressant, on dirait, parce que la psychologie, c'est une chose, mais je pense qu'il faut qu'on la combine à la spiritualité, à la philosophie, parce que c'est tellement comme subjectif. Mais bref, ça, c'est un autre débat là, scientifique, mais je dirais la première chose, là, c'est pas de passer à l'action. C'est pas de... En fait, il y a plusieurs choses. OK, on part. Allons-y. C'est ça. La première chose, c'est pas passer à l'action pour créer du changement.
Parce que pour moi, le changement, ça va de soi. C'est comme le résultat d'un processus qu'on ne veut pas créer, on veut seulement l'initier. OK? Donc, la première chose pour moi à faire, c'est de prendre conscience, premièrement, comme on le disait, de l'état de stagnation où on est. Donc, si tu vois sans cesse la lame de la tour dans ton tirage, comme prends conscience, là, tu sais, c'est quand je parle de prendre conscience, je propose toujours de comme se diviser en deux avec l'imagination, puis de créer un fantôme de soi-même pour s'observer. Là, dire justement, est-ce que mes relations sont plus difficiles en ce moment? Est-ce que j'ai de la difficulté à aller de l'avant au niveau professionnel? Est-ce que je sens que je suis beaucoup dans la nostalgie aussi quand on est accroché au passé? Est-ce que c'est parce que justement je cherche à refouler quelque chose ou à fuir quelque chose que je vois dans l'incertitude que je projette vers l'avant, et ainsi de suite. Donc, prendre conscience, c'est la première étape. Donc, déjà là, ça nous enlève, je crois, un gros poids sur les épaules de se dire, faut pas que je passe à l'action puis que je prenne des décisions, que je fasse des choix en ce moment qui sont pas alignés avec mon authenticité parce que je sais pas où est-ce que je m'en vais. Donc, encore là, quand on veut créer du changement, puis qu'on se force vraiment à passer à l'action, souvent on se bulldoze, si je peux dire ça comme ça. On se passe dessus avec un camion, puis on prend pas connaissance de nos émotions, on prend pas connaissance de nos valeurs, de ce qui est important pour nous avant justement d'aller de l'avant. Donc c'est pour ça, je pense que mon conseil, c'est vraiment créer un petit fantôme de soi qui nous suit, là, ou qui est dans le coin de notre pièce, là, sans avoir peur, évidemment. Non, juste de créer comme cette espèce d'entité-là imaginaire, puis là, ça va te permettre de te voir, te mouvoir au quotidien. Puis là, dire, OK, là, je pense que je suis dans un espace où j'ai une consultation à faire avec mon ego, tu sais, avec mon identité, à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment. Puis déjà, là, juste de faire ça, t'es dans le processus. Et le changement va être au bout de ça. Donc, faut jamais, je pense, se concentrer sur changer quelque chose à propos de nous, changer quelque chose d'une situation, mais vraiment de juste se poser ces questions-là. On entre directement dans le processus, puis ce qu'il y a au bout de ces questions-là, de ces points d'interrogation-là, ben c'est le changement. Puis justement, on est arrivé à atteindre ce but-là, cet objectif-là de créer du renouveau sans s'être maltraité au passage, puis sans avoir ignoré des parts de nous et ainsi de suite. Donc, c'est ma proposition. Prendre conscience au début, sans créer d'action. Juste être là, méditer sur le mouvement. C'est respecter sa propre vitesse aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui justement vont suivre par exemple des influenceurs ou des gens qui les inspirent, puis se dire ah ben si elle est capable de le faire, moi aussi je peux le faire, mais chaque personne est différente, puis il faut se connaître soi-même, puis savoir justement où sont nos limites, de quelle façon on peut enclencher ce changement-là pour que ce soit véridique à qui on est et à la vitesse à laquelle on avance. Comme moi je suis pas quelqu'un qui bouge très rapidement. Donc, je suis un peu dans ce perpétuel cycle de me préparer à je le fais-tu, je le fais pas, pour et contre, essayer d'analyser tout ce qui peut se produire. Est-ce que je suis prête à faire face? Si ça change, est-ce que je suis prête à faire face? Ok, j'y vais, ok, j'y vais pas. Donc, généralement, c'est quelque chose ça peut me prendre des années avant de me décider à prendre une grosse décision. Je vais être très, très, très résiliente et très, très, très patiente. Ce qui n'est pas nécessairement mon avantage pour ces cycles de changement-là. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu le soulignais, très important d'apprendre à apprivoiser ce changement-là bien avant d'entamer le changement directement. Oui, c'est comme ça que j'imagine la pieuvre, justement. C'est comme ça que je l'imagine, la manière de prendre ses décisions puis de réfléchir et tout ça. Donc, je pense que c'est super aligné. Mais il y a quelque chose que je trouve super intéressant dans ce que tu as dit, si tu me permets. Ça va. Tu disais justement que des fois, on a comme des grosses inspirations comme des créateurs de contenu et tout ça, puis on veut changer, modifier des choses très rapidement. Puis je me souviens avoir passé par là, puis je me prends encore sur le fait à faire ça parfois aujourd'hui. Puis je pense qu'il y a comme quelque chose de vraiment important dans le fait d'assembler des inspirations pour créer du changement. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu le dis si bien,
on n'est pas la même personne que ces créateurs de contenu-là, ou ces gourous-là, ou ces professeurs-là, ou peu importe comment tu veux les appeler. Mais justement, si on les assemble, par contre, si on assemble un petit peu de cette personne-là, un petit peu de ce tableau-là, un petit peu de ce livre-là, un petit peu de cette musique-là, bien, on arrive à voir notre identité au travers de cet amas de matériel-là, de récolte-là, si je peux dire. Puis là, ça nous permet de créer des habitudes, des routines, justement, qui sont vraiment adaptées à nous. Puis ça nous donne encore plus de brillance, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est comme ça qu'on peut inspirer les autres aussi. Puis je trouve tellement que ces projets-là, ces gens-là qui ont réussi à assembler autant d'inspiration comme ça, tu sais, vraiment à l'image de leur authenticité, c'est vraiment ces gens-là les plus inspirants. Puis c'est ceux aussi qui, je crois, ont le plus de succès dans le renouveau, puis dans le fait justement de se transformer. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Mais c'est un excellent commentaire, effectivement. Puis je pense aussi que c'est, comme tu disais, d'essayer de voir justement, d'avoir des parcelles d'inspiration pour venir se combiner à nos propres parcelles. Parce que même si les gens sont comme moi, je veux pas me fier sur personne, je suis. Tu sais, on connaît tous des gens comme ça qui sont très linéaires, puis c'est comme moi, je fais juste confiance en moi-même, je crois en rien, c'est juste moi, c'est juste moi. Oui, mais en quelque part, tu as été quand même forgé par les agissements de quelqu'un d'autre, tu es quand même affecté par des réactions de d'autres personnes autour de toi, que ce soit familial ou au niveau professionnel. Tout le monde a des inspirations. Mais c'est très important de ne pas perdre son identité, puis d'essayer justement de copier l'identité de quelqu'un d'autre ou son travail. Quand on crée du contenu, on se rend vite compte qu'il y a des gens... Ça n'a pas été... moi, le terme petite lanterne, ça a toujours été associé à V. Toujours. Et là, au fil des années, j'ai vu ça popper dans d'autres projets, des petites lanternes, et je suis comme non, 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 J'ai non. jamais vu ça, moi. C'est drôle. Non, 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 non. Puis je sais qu'en quelque part, c'est une belle inspiration, puis ça a quelque chose de flatteur, mais en même temps, je trouve ça tellement... Je veux dire, trouver votre identité, appelle-les des petits flambeaux, je sais pas. Trouve quelque chose à ta saveur, à toi. Elle va pas prendre quelque chose que quelqu'un a fait, puis tu te l'appropries pour... Mais y tu tiens. C'est comme une recette de sauce à spag, là. Je veux dire, tout le monde met sa petite touche, puis ça a quelque chose de spécial. Tu prends pas nécessairement copie conforme sur quelqu'un d'autre. C'est important que ta propre personnalité transparaisse à travers ça. Tu peux pas juste prendre, puis voilà, c'est ma nouvelle identité. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'évolution, là. Non, c'est ça. Ben, une évolution authentique, je pense, justement. Puis... ça m'est pas arrivé, vraiment, pour être honnête. Mais je pense que, tu sais, de voir comme des copies et tout, mais, tu sais, vraiment flagrante, là. Je veux dire, tu sais, si, mettons, quelqu'un ouvrirait le laboratoire numéro 8, ben, tu vois, je pense que... Non, mais attends, c'est intéressant. Je pense que si, mettons, quelqu'un ouvrirait le laboratoire numéro 8, je pense que moi, ça serait un déclencheur de changement. Moi, je serais du genre à faire... Garde-le. Garde tout ça. Moi, j'essaye autre chose complètement. J'ai l'impression que ça serait... Parce que tu parlais des déclencheurs tantôt, mais je pense que, tu vois, si ça arrivait, je pense que j'irais complètement ailleurs. Je prendrais la grande porte du changement. Je ferais comme, OK, je laisse tout ça derrière, puis je crée quelque chose de complètement nouveau avec mes nouvelles inspirations. Fait que qui sait, le laboratoire numéro 8 est ouvert, s'il y a quelqu'un qui le veut. Ou numéro 7, là, choisis ton numéro, là. Ou je me retienne de ne pas changer ça tout de suite, là. Je vais attendre un peu. Attends le moment propice, le 1er janvier, ça s'en vient vite. C'est ça, exact. Oh my God, c'est vrai que ça s'en vient vite. Donc, on a reçu quelques questions du public. La première étant, comment invitez-vous l'énergie de la transformation au quotidien pour soutenir vos intentions? Oui, c'est intéressant comme question. Mais tu vois, pour moi, une intention implique automatiquement le changement. Donc, déjà d'avoir comme une intention ou comme tu sais, d'avoir le désir de manifestation ou comme l'objectif ou comme... Encore là, je pense que ça l'implique automatiquement le changement. Puis c'est pour ça que je disais comme, moi, j'aime mieux pas me concentrer sur créer du changement, mais me concentrer sur l'intention. Donc, c'est exactement ça. Donc, encore une fois, ça nous permet de pas s'éloigner de justement ce qu'on veut, puis de pas se
faire du mal au passage, puis de s'ignorer, puis de se fuir, et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je dirais, simplement. Pour moi, l'intention implique automatiquement le changement. Fait que je pense que ça serait l'inverse dans la question. En fait, d'avoir une intention de changement, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut qu'on trouve la nature de ce changement-là. Dire, OK, j'ai besoin de changement, mais où est-ce que je veux aller, tu sais? Où est-ce que... Ouais, je pense que c'est ça. J'inverserais la question. Parce qu'il y a il y a une part d'action à faire. C'est quelque chose, tu en as parlé justement, je pense, dans ton dernier vidéo que tu as partagé, où est-ce que tu disais justement que l'espèce de pensée magique de juste pensez-y, ça va se manifester. Non, il y a une part d'action qui est impliquée à travers ça. Puis oui, le courant, on a toujours cette métaphore-là justement de la petite pierre qui fait des ricochets sur un lac. C'est un peu ça. On lance l'idée, puis on va de l'avant, puis là, ça a des répercussions, puis c'est ce qui va justement attirer l'énergie d'aller plus loin, la motivation d'aller de l'avant et tout ça. Mais il y a une part d'action qui doit être faite. Puis ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont dans leur état de stagnation, puis j'aimerais ça que ça change. Oui, mais tu dois agir d'une certaine façon, tu dois mettre en processus ce changement-là. Juste t'asseoir puis juste espérer que ça change, ça va non, pas. c'est ça. Voilà. Ouais. Mais quand tu es conscient que tu es là, puis que tu as ton intention, puis après ça, tu peux passer à l'action. Puis c'est ça, c'est la même chose que le ripple effect, là, ce que tu parles, là, avec les pierres sur le lac. Là. Ouais. Mais moi, j'imagine ça comme justement des petites lanternes dans une forêt noire. Tu vas en visiter une, tu la ramasses, tu l'amènes avec toi, là, t'envoies une autre, tu y vas. Là, t'envoies une autre, tu y vas, puis ça te crée un chemin. En même temps, c'est un chemin lumineux. Mais c'est exactement ça. Aussi pour la manifestation autant que le changement. Parce qu'encore là, je pense que manifestation, intention, changement, je pense qu'on peut tout mettre ça dans la même catégorie d'études, de thématiques. Oui, absolument. Quel est votre élément de prédilection pour amorcer le changement? Mais, sincèrement, moi, je pense que c'est le vent, là, l'air. L'air pour moi, parce que justement, comme que je disais tantôt, tu sais, à chaque fois que je voulais enclencher des grosses périodes de changement au niveau des saisons, là, moi, j'ouvre même les fenêtres l'hiver, là. Genre, l'hiver, je veux avoir cette étincelle-là interne de transformation, cette espèce de nouveau souffle-là. Puis c'est vraiment par la nature. Puis le vent, cette terre-là, qui est complètement différente, hein. On serait capable de la reconnaître, puis je pense qu'au Québec, on a tellement des saisons qui sont très précises, là. On va reconnaître le vent du début de printemps, du milieu de printemps, puis de la fin du printemps, puis du début. Donc, pour moi, c'est vraiment l'heure. T'as-tu une réponse différente? Moi, je suis très cliché. Moi, je dirais le feu. Juste pour avoir justement la petite flamme intérieure qui te pousse, qui justement, le courage, le courage justement de laisser des choses derrière. Puis le feu a cette espèce de vibe-là qui a pas de retour en arrière. Fait que pour moi, ce serait le feu. Si je devais justement là, me tourner vers un élément particulier pour me soutenir à travers un changement, ce serait littéralement le feu. Mais tu vois, le vent, c'est aussi l'air, c'est vraiment, c'est aussi une énergie qui est très en mouvement. Puis comme tu le mentionnais, oui, le vent saisonnier, c'est quelque chose de très particulier. Même avec la pratique et tout ça, tu vas être capable de déceler, mettons, un vent du nord, d'un vent du sud. Il y a quelque chose de très différent là aussi. Façon de se tenir face au vent ou d'être dos au vent, ça va aussi changer la vibe que ça va venir aller chercher en toi. Donc, c'est aussi une excellente réponse. Mais je pense que là, j'y pense, puis je me dis, tous les éléments auraient quelque chose de spécial. Mais encore là, je pense que ça serait même intéressant de choisir un élément par rapport à ton intention. Oui. Ben encore là, j'apprends rien à personne. Là. Ah, bravo, V! Choisis un élément d'après tes intentions. On est en renouveau, V. On est en renouveau. On ressort des vieilles théories. Ouais, c'est ça. Je me dis, hey, gros prof, hein, gros professeur aujourd'hui. Sous une nouvelle lumière. Non, mais je me dis, tu sais, comme la Terre pour quelque chose de plus physique, puis tu sais... Ou un changement plus lent. J'ai l'impression, la Terre, tu sais. Un ancrage aussi, tu sais, quand il y a trop de changements en même temps, puis tu as besoin de te poser un peu, mais là, clairement, c'est... Quand tu as besoin de ne pas être impulsif, justement, dans tes prises de décision, ainsi de suite, on va aller comme la Terre. Quand tu as besoin vraiment de life force, là, tu vas vers le feu.
Si t'as trop d'émotions, si t'es trop sensible, mais tu travailles un peu avec l'eau pour essayer de dire Exact. calmez-vous, là. Ou j'ai besoin de Ouais. réconfort, je me sens insécure. L'eau peut Ouais. être d'une grande aide aussi. C'est ça. Finalement, T'as besoin ouais. de maturité. Moi, l'eau, c'est tellement comme Moi, avant, j'étais très feu. On parle d'éléments, là. Moi, j'étais comme. Tout ce qu'il y avait dans ma vie, c'était le feu. Puis là, j'ai comme complètement viré de bord. Moi, comme ma plus grande inspiration, c'est l'eau maintenant. Puis jamais j'aurais pensé ça, là. Jamais j'aurais pensé ça de ma vie, là. Puis là, je suis comme, ah, l'eau, c'est comme tellement intéressant. Puis comme mettons, la reine de coupe dans le tarot, c'est ma plus grande inspiration, là. C'est comme, justement, ce que je cherche à atteindre comme changement. C'est ça pour moi, en ce moment, là. Est-ce Donc là, que je suis ce en... changement-là est arrivé avec ta maternité? Ouais. Ben voilà, Là, tu me vois trop bien, mais... ouais. la connexion est tout Ah, à fait ouais, ouais. naturelle. L'eau, Exact. c'est ça. C'est C'est ça. littéralement on dit tout le temps la terre-mère, mais en fait, Ouais, tout ce qui est de forme chaudron, arrondi ou quoi que ce soit, la grossesse, ouais. c'est clairement relié à l'eau, là. Ah, mais tellement. Puis je Ça fait trouve... du sens, là. Ah, c'est un élément qui me manquait dans ma vie, là. Ah, ça m'a tellement manqué. Puis je découvre tellement plein de choses, puis je découvre cette eau-là en moi, puis dans ce baril-là, si je peux dire, il y a vraiment comme la maturité, puis de la sagesse, puis de la créativité, de la féminité aussi, puis bref, j'adore les découvertes que je fais en lien avec cet élément-là. Bon, c'est pas le thème, mais écoute, on en parle. Ben non, mais en même temps, c'est quand même un Ouais. changement. T'es passé Oh, comme ouais. d'une influence élémentale feu à Ouais. eau. C'est un gros changement, là. Vraiment, vraiment. Puis là, je n'ai deux yeux que pour l'eau maintenant. Pas en ce moment. Un jour, ça sera autre chose. Ah ben oui, mais ça évolue, c'est ça. C'est ça. Ça change au fil d'une vie. Moi, c'est l'inverse. J'étais très haut plus jeune, Ah très ouais. timide, très, très, très sensible. Ouais. Très, très sensible. Je ne Ouais. pouvais pas lever le ton. Je me mettais à OK. pleurer tout de suite. J'étais une Ouais. petite créature très fragile. Puis, par la force des choses, avec l'expérience, avec les choses que j'ai vécues, beaucoup de choses très difficiles dans ma vie, là, je suis très terre. Donc, je suis très cartésienne, je suis très les Ouais. émotions, là. J'ai ça dans le derrière. C'est ça. Je suis Oh. pas très émotionnelle. Il y a des choses des Mm. fois, puis tout le monde, ben, réagis, Val. Puis je suis comme, Ouais. ah, Ouais. Les mains dans terre, ancrées. ouais, je suis comme, ah, ça va passer. Demain est une autre journée. On Ah, passe à c'est autre ça. chose. Pas... tu sais, cette espèce de sagesse plate, là, qu'il y a comme Ouais. rien qui m'affecte, là. Ouais. Trop, justement, enracinée dans mes habitudes, puis dans mon. Je suis comme dans un coin, là, comme une vieille plante en pot, là. Oh, wow. La prochaine question, c'est quelqu'un qui te suit depuis longtemps parce que la Mm. question porte sur l'imagination. Donc, quelle est la place de l'imagination dans le changement pour toi? Ah, l'imagination. L'imagination, c'est comme le thème central de tous mes projets. Parce que l'imagination, c'est pour moi la base de la magie, là. Tu sais, oui, on a des éléments, on a un hôtel, on a comme des correspondances, on travaille avec des outils, et ainsi de suite. Mais pour moi, tout ça, c'est un supplément à l'imagination. Pour moi, l'imagination, c'est l'invisible. C'est là où tout se passe au niveau invisible. Puis pas parce qu'on l'imagine que c'est faux. Au contraire. Je pense que l'imagination ne demande pas à être vraie. L'imagination demande à être ce qu'elle est, donc invisible et fabuleuse à mon avis. Donc, c'est intéressant parce que je suis en train de parler de ça justement en newsletter présentement. C'est comme mon projet. Je pense que tu disais que tu l'avais vu, tu l'avais suivi. Dans mes encéphales, il y a comme un musée, OK, que j'imagine. Et ce musée-là, c'est un peu, tu vas voir où je m'en vais avec ça, mais tu vois, ce musée-là, c'est un peu ma subjectivité. OK? Pour moi, la subjectivité, c'est tout ce que je projette dans le monde. Fait que mon environnement, autant physique qu'invisible, et ainsi de suite. Donc, c'est la manière que je perçois le monde. Donc, j'ai ce musée-là en tête et je vois mes inspirations dans ce musée-là. Quand je me promène dans cet espace imaginaire-là, je vois des cadres ici et là de ce qui m'inspire, mes relations, ma famille, ce qui se passe de moi. C'est comme si je voyais un peu ma vie dans ces corridors-là. Et j'aime me promener dedans, puis je fais confiance à ce que mon imagination me partage. Donc, vraiment, je me promène dans l'invisible, puis je me dis, OK, ce cadre-là, il est un peu croche, pourquoi? Je me pose la question, je fais confiance à mon imagination. Donc, j'aime
entamer des changements dans ce terrain de jeu-là qui est l'imaginaire. Donc, je me dis, je vais aller tester. Pour moi, l'imaginaire, c'est comme un terrain de jeu vide où je peux tester des choses. Qu'est-ce qui se passerait si je créais ça ou si je prenais cette décision-là? J'assemble des choses, je construis des choses, je vois ce que ça pourrait avoir l'air, ce que ça pourrait donner, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec l'imaginaire, puis on peut faire un peu le parallèle à ce qu'on disait tantôt quand justement on avait un focus qui est plus négatif, par exemple. Ce qui est intéressant avec ce musée-là, c'est que en entrant en mode test, j'ai pas à croire à ce que je fais. Ce que je veux dire, je vais redéfinir, mais je suis pas obligée de dire que ça va être la vérité. J'essaye des choses. Donc, c'est pas comme j'ai un focus négatif, par exemple, parce que là, je sais que je vais manifester ça, puis je sais que je veux prévoir des choses. Non, je laisse totale liberté à cet imaginaire-là de m'impressionner ou de me montrer des choses, ou encore là, de me montrer des flops totales, mais en gardant une grande distance entre moi et cet imaginaire-là, ce musée-là. Donc, l'imaginaire me sert un peu comme ça, en mode test. J'aime ça dire ça, le mode test, parce qu'on ne cherche pas l'exploration divine. Okay? Quand on fait ça, on ne cherche pas à vivre des choses spectaculaires, spirituelles, où ça t'amène dans des trips de moche incroyables, où tu vois des choses. Non, on n'est pas là. On est vraiment dans un espace où j'assemble des choses, je construis. J'essaie de bâtir une vision pour moi-même. Et si ça marche pas, c'est tout. Je recommence. Ou je prends des choses, je prends des questionnements, et ainsi de suite. Donc, on cherche vraiment pas à vivre des trucs spectaculaires. On cherche à faire preuve de créativité. Régler des problèmes, régler des conflits là, de la manière la plus humaine possible en utilisant justement cette grande capacité-là qui est l'imaginaire, que moi, je considère même comme un sens, littéralement. Donc, voilà, c'était... Oh mon Dieu, je me suis enflammée! Dans ce sujet-là, tu peux pas me partir sur l'imaginaire, mais c'est vraiment le centre de tous mes intérêts, là. C'est vraiment cet espace-là, puis je le trouve fascinant à étudier, à partager, puis à voir chez les autres aussi. Fait que je pense que ça sent que je suis passionnée aussi, mais dans le laboratoire, c'est vraiment ça qu'on fait, là. On explore tout notre imaginaire à la rencontre de personnages et d'espaces, de paysages, puis justement, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Ça crée des belles connexions incroyables, justement, parce qu'il y a certaines personnes qui ont une imagination qui est très surprenante, justement, où est-ce qu'on va dire, tiens, j'aurais pas connecté avec toi autrement que par ça. Oui, c'est très, très, très intéressant, effectivement. V, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport au renouveau, au changement? Oui, je pense que oui, je vais rajouter quelque chose. Mais en fait, je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais mettre l'accent là-dessus. Je pense qu'on n'est pas venu ici pour être dans l'immobilité, puis avoir peur de l'éphémère, puis avoir peur du mouvement, même si c'est difficile. Littéralement, je pense que si on a peur du changement, on a peur de la vie. T'sais. Puis, je pense que la mort est un thème important à étudier ou à inviter dans sa pratique quand on parle de changement. Parce que comme tu le disais justement, on veut fermer la porte à quelque chose pour l'ouvrir, mais il y a aussi la mort physique de l'être humain. Hein? Puis je pense qu'on est dans un lieu entre toi et moi et avec tous ceux et celles qui nous écoutent où on respecte cette mort-là, où on la reconnaît pour ce qu'elle est, non pas quelque chose de triste et ainsi de suite, mais justement quelque chose qui nous permet de vivre. Donc, cette polarité-là entre la vie et la mort, ben, ça nous permet littéralement de créer un timeline là où la matière prend forme, là où le temps prend forme, là où justement l'espace prend forme, puis on a la possibilité de vivre tout ça. On n'est pas là pour être en sécurité. On est là pour se foutre dans nos émotions. On est là pour se mettre la face dans ce qu'on a fait comme erreur. On est là pour étudier. On est là pour se comprendre, pour échanger. On est là pour avoir des relations qui sont grandioses, des relations qui sont difficiles. Puis, voilà. C'est ça. On n'est pas là pour être en sécurité. Puis on meurt tous et toutes un jour dans toute cette poésie-là et cette beauté-là. Donc, autant mieux profiter de ce temps-là pour créer du mouvement. Créer du mouvement en soi et chez les autres aussi. Donc, voilà. C'était le mot de la fin.
c'est ça. Eh bien, gloire à toi, V. Merci beaucoup. Là, évidemment, tu renoues tout doucement avec les réseaux sociaux. Donc, on peut te Oui. trouver via ton infolettre. Et ça, on peut s'abonner via ton site, je crois. Oui, via le site internet qui est tout disponible sur Instagram. Instagram, c'est comme la meilleure place pour trouver absolument tout. Donc, il y a mon site internet ou directement sur Instagram dans la bio. Il y a l'accès à l'infolette. Puis là, je partage absolument tout là en ce moment. Là. Il y a tout. Des textes, des vidéos, tout ça, c'est gratuit en plus. Donc, je partage absolument tout là. Ça me ferait plaisir de vous recevoir. Donc, les liens vont être dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup, V, d'avoir jasé avec nous sur le terme du changement et du renouveau. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. On va probablement t'inviter encore. On va sûrement avoir des... peut-être autour du mois de janvier, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Merci à toi de m'avoir vu, en fait, puis de m'avoir présenté ce projet-là, parce que vraiment, je me suis sentie comprise. C'est rare que ça arrive, j'ai l'impression. Fait que merci infiniment à toi. Ben, ça m'a fait plaisir que ça fait tellement longtemps qu'on se suit de loin. Je pense qu'on a pris le temps, moi et V, de s'apprivoiser de très loin. On a toujours été un petit peu en contact, mais de façon très, très timide, très polie, courtoise. C'est ça. Chacun dans notre coin. Donc, ça a vraiment fait du bien de pouvoir se parler de vive voix. Donc, merci beaucoup de ta présence et de ton temps.